Merci beaucoup. Bienvenue dans ce manège. Alors, un carrousel d'initiative. Pourquoi un carrousel? Puisque nous avons proposé cet après-midi à ces 5 structures et 5 personnes autour de moi justement de continuer peut-être les propos d'Agnès Chaumier autour de l'offre de spectacles vivants et puis plus largement l'offre qui est faite par des structures culturelles à destination de la toute petite enfance. Et autour de nous, sur notre territoire régional, il y a quelques très beaux porteurs de projets et quelques très belles initiatives. Alors on en aurait eu 1000 autres à vous présenter, mais on ne les a pas tout à fait choisis par hasard. Donc l'idée c'est de vous raconter alors des musiques actuelles au répertoire plus contemporain, en passant par un orchestre symphonique, comment on s'adresse à ce très jeune spectateur et puis comment aussi ces structures culturelles initient, quelles sont les réflexions qu'elles portent, quels sont les projets qui sont initiés, divers et variés, et on va s'apercevoir que ça dépasse largement la question de la diffusion d'ailleurs. Nous allons commencer avec toi, Gaëlle. Donc Gaëlle Carré, tu es chargée de médiation au Gueulard Plus. Tu vas nous raconter un petit peu ce qu'est le Gueulard Plus, qui est une scène de musique actuelle située à Nilvanche, en Moselle. Très rapidement, toute la petite enfance, l'enfance et la toute petite enfance, est au cœur de votre projet d'établissement. Ce n'est pas juste quelques propositions qui dans votre saison, mais vous avez vraiment fait le choix d'une programmation adressée à la toute petite enfance. Et ce volet-là aussi de la petite enfance, il se déploie même sous un certain nombre d'actions. Tu vas nous en raconter un petit peu le contenu. Bonjour à tous. Donc, ravie d'être là aujourd'hui pour parler de ce sujet de la petite enfance que j'ai découvert en arrivant au Gueulard Plus justement. Donc j'ai eu tout à apprendre parce qu'il y a beaucoup de choses à connaître, à ses spécificités. Donc le Gueulard Plus, donc c'est une SMAC, donc scène de musique actuelle qui est située à Nilvange en Moselle. Attendez, ça marche pas. Ça marche pas. Ah si, c'est bon, pardon, excusez-moi. Donc c'est une SMAC donc, située donc, dans le Val de Fensch et qui a ouvert en 2014. D'ailleurs, il y a une faute sur mon PowerPoint, ça commence bien, désolé. Donc, qui a ouvert en 2014 et dès l'ouverture de cet établissement, il a été fait le choix de proposer une vraie programmation à destination des enfants, de la toute petite enfance et des adolescents. Donc chaque année, on a eu 7 à 8 spectacles pour ce public-là, avec notamment un spectacle d'ouverture qui est toujours destiné aux 0-3 ans. Donc cette année, c'était Les Deux Oiseaux. C'est un spectacle qui a été coproduit par le Gueulard Plus et 2 autres salles en France dans le cadre de l'appel à projet Salmôme de la SACEM. Donc on a fait le choix aussi d'aider à la création de spectacles à destination des enfants et des tout-petits. Donc, vous avez d'ailleurs quelques photos donc, de ce spectacle où on a fait le choix justement de présenter un spectacle qui était un peu onirique, qui sortait un petit peu des sentiers battus et qui a fait sa première chez nous du coup en octobre dernier. À côté de ça, donc, on a donc ces spectacles-là et à côté on a développé un certain nombre d'actions à destination des crèches et des tout-petits, des parents, et notamment la création d'un instrumentarium donc, qu'on met à disposition gratuitement des crèches, des rames, mais aussi des médiathèques et depuis peu des maisons de retraite qui le réclament aussi. Donc on fait de l'intergénérationnel avec les tout-petits et les EHPAD. Donc ce sont 4 sacs avec une variété d'instruments, aussi bien à percussion, avant, donc avec le Covid en ce moment ça a été un peu plus compliqué de les mettre à disposition, et d'instruments un peu atypiques et musique du monde, parce qu'on est aussi spécialisé en musique du monde. Donc dans cet esprit de découverte, d'éveil musical, ces valises sont mises à disposition pour une durée au maximum à peu près d'1 mois, voire 1 mois et demi selon les établissements. Elles peuvent être empruntées plusieurs fois dans l'année par les crèches et le RAM.
locales, et on fait un cycle de formation à destination de ces personnels, qui est gratuit aussi pour les personnels, pour justement qu'ils puissent s'en servir au quotidien sans forcément être musiciens. Tout l'intérêt de cet instrumentarium, c'est justement de pouvoir s'en servir sans être musicien ou musicienne pour le coup, et de pouvoir proposer aux enfants de la création d'univers sonores, de pouvoir accompagner les histoires, comptines et chansons qui sont faites durant le temps avec les enfants via différents instruments. Donc vous avez à peu près une liste de tout ce qu'on a, en sachant que cet instrumentarium est renouvelé assez fréquemment avec l'apport de nouveaux instruments. En plus de ça, donc on participe en partenariat avec la médiathèque de Nilvange. On participe à la semaine de la petite enfance. Donc vous voyez des photos de cette année, de l'édition de cette année, où justement on mélange littérature enfantine et musique, avec notamment des ateliers qui sont menés tout le long de la semaine avec un concert. Donc cette année, c'était le spectacle Zik en signe, qui est un spectacle musical qui mélange langage signé et musique. Et on a aussi des ateliers intergénérationnels autour d'un kamishibai qui a été mené par la médiathèque, où les résidents de l'EHPAD d'Ayange est venus découvrir cet univers avec les enfants du RAM. Voilà. Donc on mène ça depuis quelques années. Et à côté de ça, on a développé donc des visites sensorielles du lieu, parce qu'on faisait donc des visites à destination des adultes et des enfants, mais ce n'était pas très adapté aux tout petits. Donc on a travaillé sur ça cette année, à la création d'une visite sensorielle, où on met en avant la lumière, la musique, le toucher, pour faire découvrir d'une manière un peu plus ludique aux enfants cet univers qui est une salle de concert qu'ils ne connaissent pas forcément, ou s'ils l'ont déjà découvert, s'ils ont eu cette chance-là, de le voir d'un autre œil et du côté coulisses. L'idée, c'est de leur offrir une expérience. Ils passent du statut de public à statut d'artiste, donc ils vont sur la scène, ils touchent des micros, ils chantent dans les micros, ils découvrent dans les studios les différents instruments qu'on a, et ils jouent de la batterie, voilà. Donc ils s'amusent bien durant cette visite, et ça nous permet d'ouvrir aussi un autre champ parmi nos actions, de pouvoir ouvrir notre lieu aussi bien aux tout petits. Le problème dans tout ça, parce qu'il y a quand même un problème, c'est la localisation du lieu. Donc là, je vous ai mis une carte donc, où vous voyez le gros point rouge, c'est le Gueulard Plus. Les points bleus, ce sont les crèches de la communauté du Val de Fensch. Et le problème, ce sont les transports. Chez nous, on a un déficit de transport en commun qui est assez important, qui n'est pas adapté pour venir dans notre lieu. Donc déjà, ça pose un problème. De plus, la plupart des crèches n'ont pas de véhicules pour déplacer les enfants, ou alors il en faut beaucoup, vu les contraintes d'accompagnants qu'il y a en France. Donc on a un problème de faire venir ces crèches chez nous, qu'on essaye de résoudre via des actions qu'on mène directement en crèche, en hors les murs, en rassemblant parfois des actions au sein du RAM, d'Ayange, qui a un espace dédié et qui permet d'accueillir donc les différentes crèches chez eux. Mais c'est vrai que parfois il est difficile sur certains, quand on fait un concert chez nous, de pouvoir, on a des crèches qui ont envie de venir, mais pour des questions d'assurance, de véhicules, etc., ne peuvent pas venir. Donc ça, c'est notre vraie contrainte pour le coup, parce qu'il y a une vraie demande, on voit bien qu'il y a une envie, les crèches ont envie de venir, les parents viennent, mais il y a cette grosse difficulté qu'on essaye de résoudre avec la communauté d'agglomération, de pouvoir emmener ces enfants dans notre établissement. Donc c'est vrai qu'on a fait le choix aussi de pouvoir porter des spectacles et des actions en dehors de la crèche pour offrir cette possibilité à tous de pouvoir accéder à la culture et à la musique. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Merci beaucoup Gaëlle. Alors moi j'ai déjà une première question pour toi. Oui. J'aimerais, alors de prime abord comme ça, quand on pense aux scènes de musique actuelle,
on ne pense pas directement toute petite enfance. Enfin, en tout cas, moi, la première. Tout à fait. Alors, déjà, c'est pourquoi une scène de musique actuelle s'adresse aux tout petits? Quelle a été peut-être, si tu le sais, la motivation aussi du Gueulard Plus de s'emparer ou de s'adresser à ce très jeune public? Alors, et puis, si tu permets, je te pose une deuxième question comme ça. Comme ça, on fait tout d'un coup. Et la deuxième question, c'était le lien que vous faites entre ce projet Petite Enfance au sein du Gueulard Plus et globalement aussi votre programmation, les artistes. Est-ce qu'il y a des passerelles? Est-ce qu'il y a des artistes qui interviennent dans votre programmation j'utilise le mot risque sciemment, qui se risquent à aller du côté aussi de la petite enfance? Comment vous travaillez justement sur une cohérence ou pas d'ailleurs? Est-ce que c'est quelque chose à part, la petite enfance au Gueulard Plus, ou est-ce que tout ça est assez relié? Alors, pour répondre déjà à la première question, le choix a été fait parce que de s'intéresser à cette question de l'enfance et de la petite enfance, de par déjà le contexte historique du Val de Fensch. Pour resituer, le Val de Fensch, c'est Florange, ce sont les anciennes usines sidérurgiques de Moselle et les mines de fer. Donc il y a un contexte ouvrier qui est très fort, très important, très marqué, avec cette ambiance où voilà, les enfants étaient pris en charge par les CE d'entreprise de l'époque, et il y avait une continuité dans, on va dire, la vie des enfants durant cette période-là. Or, depuis les années 80, beaucoup d'usines ont fermé, il en reste très très peu sur le territoire, mais il y a eu du coup une perte aussi de cet encadrement de l'enfant et des propositions culturelles qui pouvaient y avoir à destination des enfants. Donc il y avait une attente, parce que c'est ce que les parents ont connu, les grands-parents ont connu, et ça semblait tout à fait logique de faire cette proposition d'offrir de l'action culturelle et du spectacle jeune public, surtout qu'on voit quand le Gueulard Plus a ouvert, c'était une attente de plus en plus qui se faisait ressentir, et notamment au niveau de la petite enfance, où il n'y avait pas forcément de propositions très développées, où c'était assez limité. On voit depuis quelques années que de plus en plus de propositions sont faites qualitative, c'est aussi ça qui est important. Et donc c'est pour ça aussi qu'on est dans cette démarche de coproduction de ces spectacles, pour proposer des spectacles de qualité aux enfants et aux tout-petits. Donc voilà, pourquoi chez nous on fait ça, c'est lié à cette histoire, à ce contexte, et aussi à une attente sur cette question. Pour répondre à la deuxième question de comment on allie ces actions, la programmation, les artistes, tout ensemble, alors c'est très difficile, pour être tout à fait honnête. C'est vrai que les artistes en musique actuelle qui font, on va dire, du concert tout public, parce que du coup on parle de concert et non de spectacle, ne travaillent pas pour la plupart sur de la petite enfance. Sur de l'enfance, on peut avoir des passerelles, mais sur de la petite enfance, on sent qu'il faut quand même une certaine spécialisation, en plus de l'intérêt qu'il peut y avoir. C'est vrai que je me vois mal demander à un groupe de métal de pouvoir venir faire un concert ou une action à destination des tout-petits. Ça pourrait être très drôle, mais ça risque d'être compliqué vis-à-vis déjà des parents et vis-à-vis des institutions autour de ça. Mais c'est vrai qu'il y a cette passerelle qui est difficile, qui est beaucoup plus simple, on va dire, au niveau de l'enfance et de l'adolescence qu'au niveau de la toute petite enfance. Voilà. Mais on aimerait, mais c'est compliqué. Merci. C'est vrai que j'observe que de plus en plus de scènes de musique actuelle s'emparent quand même du sujet de la petite enfance. Alors je te regarde Mourad parce qu'on va parler peu de temps après de l'espace Genco, mais pas que. Hier, pour celles et ceux qui étaient là, on a parlé aussi du projet de la vapeur à Dijon. Et peut-être on y reviendra si vous voulez bien. C'est quoi une programmation musiques actuelles pour les tout petits? Je pense que, bon, Mourad, je sens que tu as envie d'y répondre. On y revient juste après, si tu veux bien. Eh bien, on y va. Changeons, vous avez le droit de changer, de passer du cheval de bois au carrosse. Changeons tournons sur ce manège. Et je propose à Céline Hens, qui est juste à côté, qui travaille pour le festival Musica, de prendre la parole à son tour. Alors Céline, toi tu t'occupes aussi, tu es responsable également de la médiation au festival Musica. Et puis, donc le festival Musica, pardon, je replace, et puis tu resitueras peut-être quand même, c'est un festival
festival, nous restons dans les musiques d'aujourd'hui, c'est un festival de création, un festival peut-être orienté davantage sur les répertoires contemporains, mais vous préférez utiliser le terme de création et de musique d'aujourd'hui. C'est un festival qui est connu et reconnu nationalement, internationalement, qui existe depuis les années 80. Et depuis quelques années seulement, vous avez fait le choix de créer un mini-musica, une expérience festivalière pour le tout petit, pour l'enfant d'ailleurs, pas que le tout petit, pour l'enfant et sa famille. Alors de la même façon, j'ai envie de t'interroger, Céline, qu'est-ce qui vous a conduit à créer ce mini-musica ? Et puis en quoi, qu'est-ce que ça a transformé dans le projet de Musica ? Quelles sont les réflexions ? J'imagine qu'on ne monte pas un mini-musica comme ça en 2 jours. Je crois savoir que vous vous êtes posé quand même pas mal de questions. Ça va de la programmation, mais pas que, aussi des questions d'accueil. Et de la même façon, quels sont les liens ? Est-ce qu'il y a une ligne artistique dans justement ces créations, ces musiques d'aujourd'hui ? Quel choix artistique vous réalisez dans cette programmation du mini-musica ? Merci Laure, j'aurais pas mieux introduit. Merci beaucoup. Donc du coup, en effet, moi je parle de la position d'un festival à Strasbourg et c'est intéressant de prendre la suite de Gaël à cet endroit-là puisqu'en effet, on est sur une problématique territoriale qui est autre et sur une problématique temporelle aussi et d'incarnation de lieux qui est assez spécifique. Donc voilà, le festival Musica est on peut dire un festival qui est un peu une institution dans les musiques de création. Pour expliciter un petit peu la différence aussi, on préfère parler des musiques d'aujourd'hui ou des musiques de création puisque la musique contemporaine fait déjà un peu partie de l'histoire des musiques de création. Donc voilà, ce projet en fait a été développé suite à l'arrivée d'un nouveau directeur en 2019, Stéphane Roth, qui a amené un tournant, on va dire, dans les esthétiques présentées dans Musica, mais aussi dans l'adresse au public. L'idée étant que les Strasbourgeois et tous les publics puissent s'approprier le festival, qui pouvait à la longue devenir un festival d'initiés de la musique contemporaine justement. Donc on a commencé à réfléchir à comment opérer cette bascule d'un festival de musique contemporaine d'initiés à quelque chose de beaucoup plus ouvert et de beaucoup plus accessible. Et de fait, il fallait s'ouvrir vers le jeune public. Donc du coup, c'est vrai que mon intervention va concerner beaucoup cette réflexion qu'on a eue et elle passe par le jeune public avant d'aller vers la petite enfance en termes de cheminement. Donc du coup, j'ai souhaité illustrer ceci par l'image. Vous avez en premier notre visuel de 2019, qui est le visuel de notre brochure. Et pour voilà, signifier aussi comment nous, on a intégré ce mini-musica, qui est un festival à l'intérieur du festival, c'était pour vous montrer qu'on a repris les éléments graphiques en fait, de notre communication et qu'on les a réincarnés dans la communication de mini-musica pour vous montrer que c'est intégré en fait à la réflexion festivalière et que la programmation de mini-musica est prise en charge vraiment par le festival et que donc du coup les réflexions esthétiques, thématiques, d'adresse au public qui se posent dans le festival Musica sont travaillées à l'aune de la problématique du jeune public, de l'expérience de l'enfant et des familles dans mini-musica. D'ailleurs, j'ai même ramené un dépliant pour vous montrer qu'on avait des gommettes. Ça marche toujours. Donc, dans un premier temps, pour vous présenter un petit peu mini-musica et comment ça se déroule, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, on l'a positionné sur un week-end et que donc du coup, on a pris le parti de proposer une expérience festivalière aux enfants et une expérience un peu à faire en famille. Donc, les familles ont un parcours avec des spectacles, des ateliers. Qui se dessine tout au long de ce week-end-là. Et c'est intéressant à mettre au regard aussi de ce qui se fait à Django et ce qui se fait au Gueulard, dans le sens où on s'est positionné sur un décloisonnement de l'expérience de l'enfant d'un contexte de groupe. Dans notre 9 langues de RP, on parle de groupe captif, c'est un mot pas très joli. Mais du coup, l'idée était vraiment de proposer aux familles de vivre une expérience ensemble. Et donc, c'est quelque chose qui se traduit dans les ateliers. On a beaucoup d'ateliers parents-enfants. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a été inspiré beaucoup par le rapport Marinopoulos, dont vous avez beaucoup parlé aussi précédemment. Mais l'idée, voilà, d'enrichir la relation parent-enfant à travers une expérience partagée, de voir son enfant, de voir son parent et de partager cette expérience commune. Et donc, à ce titre, les ateliers de mini-musica sont parents-enfants pour la plupart. Et la photo de droite est une simple photo d'illustration, mais on avait fait un atelier dans une micro-crèche dans le quartier Poterie et on avait travaillé avec une équipe
équipe très très motivée qui avait donc du coup mis en place cet atelier le samedi, et c'était effectivement à destination des parents également, pour que ce soit pas uniquement les enfants, mais que vraiment ce lien puisse se faire. Donc c'est une approche aussi qui nous est chère, en fait, d'être dans ce créneau-là, de vivre une expérience familiale partagée. Et donc du coup, cette approche se traduit dans les ateliers, mais aussi dans les spectacles. Ici, je vous ai mis une illustration du spectacle Manta. Et là, on parle de spectacle. Je rebondis sur ce que tu disais sur les concerts, mais c'est intéressant aussi qu'en tant que festival de musique, on ait cette approche aussi très incarnée sur la scène. Là, on avait donc Manta de la compagnie Klanken-Nest, qui est une compagnie belge. Et ce qui est assez chouette et que vous voyez sur les images, c'est que les enfants sont au plateau, en fait, et participaient activement au déroulé du spectacle, ou en tout cas, leur intervention n'était pas réprimandée, mais au contraire la bienvenue. Et c'est à ce titre aussi, c'est une manière d'expliciter notre démarche. Il s'agit pour nous, Musica, en tant que festival de création, quand on s'adresse au jeune public, pas de faire un expliquer Stockhausen au moins de 3 ans, ce qui serait très, 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 très complexe, je pense. Mais du coup, on se situe dans Musica à l'endroit de questionner les situations d'écoute, de réception, d'amener le public, le spectateur, l'auditeur à se questionner sur le son et ses multiples réceptions. Et à ce titre, du coup, dans Mini Musica, on incarne ceci avec des dispositifs soit dans les ateliers, soit dans les spectacles, qui permettent ceci. Par rapport à la manière dont on s'incarne aussi en tant que programmateur, je voulais dire un petit mot également sur le choix des spectacles. Effectivement, il y a beaucoup de festivals de musique, il y a beaucoup de scènes pluridisciplinaires qui s'incarnent aussi à cet endroit-là. Il y a la scène nationale La Ferme du Buisson avec son festival Toutoui, il y a un 9-3 Soleil à Romainville. Enfin, il y a beaucoup d'endroits dans lesquels qu'on commence à fréquenter régulièrement, et donc du coup tout ceci s'entretient et fait qu'on arrive à avoir des propositions. À terme, évidemment, on aimerait pouvoir être à l'origine des propositions également et pouvoir accompagner des artistes. Je reviendrai là-dessus en fin de présentation. Et puis je vous parlais aussi de la problématique d'être un festival et de s'incarner. Donc on n'a pas de lieu à nous. Et regardez bien les photos là. Donc du coup je vous montrais Manta. Et ben Manta, on l'a joué là. Donc quand on m'a dit que Mini Musica allait se jouer au Citadel, je me suis dit mince, les parents vont jamais vouloir venir, ou ils vont se questionner sur les rappels de tétanos. Mais donc très précisément, la petite photo en haut à droite, c'est vraiment la halle dans laquelle s'est tenu le spectacle dont vous avez vu les photos précédemment. Donc c'est ça aussi être un festival, en fait, c'est savoir incarner dans différents lieux une proposition qui soit à l'endroit du public et des artistes, et de créer cette rencontre à différents titres. Donc du coup voilà, c'est des visuels de l'année dernière. On avait également décoré, mis des fanions et des yourtes, mais voilà, c'était pour vous montrer aussi un petit peu cette problématique de s'incarner dans des lieux qui ne sont pas du tout, comme on le voit, pensés pour la petite enfance a fortiori. Et donc du coup, voilà, pour terminer... Bon, c'est pas grave si la slide passe pas. Pour terminer, voilà, c'était aussi nous se questionner sur ce qu'on peut amener si c'est venu. Merci. C'est les visuels de l'année dernière, donc qu'on décline d'année en année avec ces formes géométriques et qui commencent à un peu, je crois, ou je l'espère, à s'imprégner dans l'imaginaire public de Strasbourg. Et donc, à terme, mes envies, en tout cas, ou les envies du Festival Musica, sont de pouvoir s'incarner en tant que structure de production et d'accompagnement aussi des artistes de création musicale qui sont nombreux sur Strasbourg, on le sait, et de pouvoir les accompagner sur ces réflexions-là, et de continuer à développer le festival Mini Musica, l'étoffer peut-être, le détacher peut-être du mois de septembre, qui est une période un peu chargée à la rentrée, voir s'il n'y a pas d'autres timings dans l'année, et évidemment à terme aussi de pouvoir être présent à l'année auprès des structures justement et lieux d'accueil de petite enfance, et de continuer parce que c'est un work in progress aussi, de pouvoir élargir notre expertise au contact des publics concernés, car c'est vraiment comme ça qu'on incarne en tout cas notre démarche de médiation. Merci beaucoup Céline pour cette présentation très claire de ce Mini Musica. Ce qui m'intéressait, peut-être que tu puisses nous préciser, c'est
alors, tu as bien explicité les enjeux et l'adresse à ce public. Et et en quoi ça fait bouger les choses aussi pour vous en tant que structure, que festival? Peut-être aussi quelles questions vous vous êtes posées, même très pragmatiques, sur l'accueil du public, des enfants, des familles. Est-ce qu'on procède exactement de la même façon que pour le public adulte et le public, je dirais, ordinaire du festival Musica? Est-ce qu'il y a peut-être des nouvelles réflexions qui sont arrivées? Et est-ce que ça fait même globalement bouger les choses? Est-ce que ça transforme aussi peut-être votre regard sur l'expérience festivalière, par exemple? Oui, absolument. Il a fallu poser des questions absolument nouvelles, puisque quand on accueille du public adulte sur un concert d'orchestre, on sait faire. On a des personnes très compétentes qui sont très fortes là-dessus. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a été à se poser ces questions au fil de l'eau. Quand on préparait, je racontais d'ailleurs que je m'étais abonnée à la maison des maternelles pour être parfaitement au fait de n'absolument rien rater. Et ces questions, on les amène, ce qui est assez intéressant aussi, à les partager en équipe avec notre directeur technique, avec notre responsable de production. C'est des choses toutes simples comme si on a un endroit où il y a un atelier, est-ce qu'il y a un lavabo à proximité, des toilettes adaptées à proximité, est-ce qu'il y a un sas pour les poussettes, même la manière de communiquer. On a une brochure d'une 100aine de pages et on a donc fait ce petit dépliant qu'on dépose à différents endroits. Donc c'est pas effectivement uniquement à l'endroit de la production, mais effectivement à l'endroit de l'accueil du public, aussi dans l'adresse. Effectivement, quand on briefe les équipes d'accueil, elles n'ont pas la même attitude envers un public du soir habitué que les publics de famille. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est qu'en faisant une analyse de nos publics, beaucoup de nos spectateurs de Mini Musica ne sont pas des spectateurs de Musica. En fait, c'est qu'on a réussi à élargir complètement notre public et avoir du coup des personnes qui ne sont pas spectatrices du festival, donc a priori pas familières de la création musicale, qui viennent à Mini Musica. Et pour nous, ça c'est très très fort. En fait, on a envie de pouvoir continuer à envoyer ce signal pour pouvoir proposer ces belles choses à ces personnes. Et donc du coup, oui, ça nous amène à nous poser des questions qui viennent de fait nouer des liens dans l'équipe aussi, nous permettre de nous adresser, d'avoir renforcé les liens de communication. Et les questions qu'on se pose pour accueillir un enfant, forcément, vont enrichir la manière d'accueillir le tout public aussi. De se poser la question du volume sonore, des lumières, du noir complet, dans une question d'accessibilité universelle en fait. C'est-à-dire que quand on déclenche une réflexion sur comment accueillir un public ou comment se rendre accessible dans la communication, forcément ça ouvre tout un prisme. Même si on la pose à un endroit, la question est ouverte et ça amène beaucoup de riches discussions en effet dans l'équipe. Merci beaucoup Céline, merci pour ces 2 témoignages. Oui, on peut les applaudir. Eh bien, dans ce cas, Mourad, si tu le veux bien, je te propose que l'on passe sur les impromptus musicaux de l'espace Django. Alors, très rapidement, peut-être l'espace Django, alors tu en parleras évidemment mieux que moi, mais vous êtes également une scène de musique actuelle qui est implantée à Strasbourg et plus particulièrement dans le quartier du Nieuwhof. Vous êtes un lieu, je dirais, tel que je le perçois, qui a peut-être au cœur de son projet l'action culturelle. J'ai l'impression que c'est un élément très fort. Vos portes et peut-être même vos fenêtres sont ouvertes aux habitants du quartier, quel que soit leur âge. L'espace Django, c'est un site avec une proposition de concert, mais vous vous déployez également sur tout le quartier et votre travail aussi est extrêmement, se diffuse et s'infuse un petit peu partout, en tout lieu, et pour aussi aller à la rencontre des habitants, quel que soit leur âge. C'est ce que tu vas nous raconter. Les crèches, les lieux d'accueil de la petite enfance sont des lieux dans lesquels vous vous autorisez à intervenir, à interagir. Peut-être que vous aimez aussi la surprise, le terme impromptu, le terme d'irruption aussi, j'ai cru dire, artistique, nous fait deviner que l'idée d'amener aussi des propositions artistiques et musicales dans des lieux où on ne les attend pas fait partie peut-être pleinement du projet de l'espace Django. Je te laisse nous raconter tout cela. Eh bien, merci pour cette 3e introduction parfaite, on est pas mal là quand même. Merci Cadence aussi de nous accueillir. Je vois dans la salle beaucoup de visages connus, des artistes, des structures, des pouvoirs publics aussi. Et c'est intéressant qu'on arrive à avoir ces temps-là tous ensemble. Donc je te rejoins, n'hésitez pas à nous interrompre en pleine présentation. Et je veux bien juste que tu m'indiques quand je suis à peu près à la moitié, qu'on puisse quand même passer la petite vidéo et que je puisse poursuivre derrière.
Effectivement, nous on se déploie beaucoup en salle, c'est notre cœur de métier, c'est de faire des concerts, on reste une salle de musique actuelle, faut pas qu'on l'oublie. Mais on a aussi cette volonté vraiment d'aller vers et d'aller partout sur le territoire. Ça touche toutes les tranches d'âge, ça va des adultes. Vous ne serez pas surpris de nous voir dans un supermarché, dans la salle d'attente d'un centre médico-social. Je vois Yako qui est là, mais qui a fait des performances avec nous dans ces lieux, devant la boulangerie, etc. Une fois par mois, on a ce cycle un peu, on essaie de mettre des bulles d'oxygène partout, ça c'est plutôt pour les adultes. Mais en fait, ce qui a déclenché notre appétence pour la toute petite enfance, au-delà du fait d'être devenu moi-même papa, c'est un cycle d'abord de récréation artistique. Pour les 3-6 ans, rappelez-vous, il y a fort longtemps, ou pas très longtemps d'ailleurs pour certains, je sais pas, quand vous étiez à la maternelle, une fois par trimestre, on arrive par surprise, c'est ces photos-là, par éruption, vraiment sans que ce soit calculé. C'est co-construit par contre à la base avec les directeurs d'école et les personnels éducatifs. Évidemment, il faut que tout ça ait du sens et que ce soit intelligemment porté. Mais on arrive par surprise dans les cours de récré et puis il se passe ce qui se passe. Certains peuvent rester, j'aimais beaucoup la notion d'éveil tout à l'heure d'Agnès, certains peuvent rester un peu en retrait, certains vont venir s'agglutiner à l'artiste. Mais en tout cas, nous, on n'est pas là pour disposer les enfants en randonnion, c'est vraiment quelque chose d'un rapport très naturel, très brutal à une forme d'art et de culture. Et en fait, à force de faire ces récrés, elles ont maintenant 5 ans, on les compte plus, on y a tout fait. On y a fait, évidemment, d'abord on essaie d'avoir des propositions un peu unanimes, donc on a d'abord fait un homme orchestre déguisé en girafe, c'est parce que ça rassurait aussi beaucoup les directions d'école, mais petit à petit on est passé à la fanfare, au rock, à la musique contemporaine, à la danse, au cirque, etc. Et puis, tout ça faisant, pour nous, en fait, on doit pouvoir irriguer et faire infuser au travers de toutes les tranches d'âge. De 0 à 3, de 3 à 6, il se passe des choses différentes en soi, de 6 à 12, plus tard, quand ça commence à basculer, qu'on arrive sur d'autres enjeux, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour nous, tout le fil de la vie est finalement une vaste page blanche à écrire, enfin, en tout cas pour ce que nous, on défend, et vraiment hyper humblement et à notre échelle, et surtout avec tout l'écosystème, quand on arrive dans ces lieux d'accueil de la petite enfance, les LAP ou bien les RAM, maintenant, les RAM, c'est ça ? Ouais, les petites enfances, voilà, je suis perdu avec les changements de sigle. En fait, on est hyper attentif aussi aux projets que déploient ces structures-là, et puis on essaye, nous, de faire coïncider tout ça, et donc on a monté depuis aussi, pareil, 4 ou 5 ans, des tournées. On intervient il y a 7 lieux de la petite enfance au Neuhof, 8 précédemment, mais 1 à fermer. On y intervient 2 fois par saison. Voilà, avec ce qu'on avait appelé des impromptus, mais finalement maintenant, plus ça avance, plus ça devient des performances. On s'est beaucoup trompé aussi. C'est pour ça que je trouvais très intéressant l'intervention d'Agnès tout à l'heure. On a fait des choses qui n'étaient pas à propos, surtout au début. Et en fait, à force de se tromper, on commence à toucher un peu la moelle et puis d'être plus au fait aussi de toutes les études qui sortent. Enfin, nous, on se renseigne beaucoup. Les artistes avec qui on travaille en général sont quand même bien affûtés aussi sur le sujet. Certains pas du tout, et certains vraiment qui sont spécialisés dans la petite enfance. Et c'est là que c'est intéressant aussi. Et puis, on essaie de faire en sorte que ce soit intelligent et que ça permette de faire le lien avec tout le reste du projet. Comment une famille qui a assisté à ces performances petite enfance, ensuite elle se saisit de l'offre avec les un petit peu plus grands frères ou grandes sœurs sur du cinéma qu'on fait une fois par mois, du cinéma d'animation, où on fait des petits ateliers en amont. Comment les récréations artistiques ensuite se poursuivent par de la pratique au primaire. Comment on arrive à les amener en salle aussi, même si on n'en fait pas une obsession. L'idée c'est vraiment d'irriguer le territoire et de faire, voilà, on va pas rentrer dans le pompeux, mais vraiment une saison pluridisciplinaire, hors les murs de territoire, mais hors les murs. À même le tapis des crèches, quoi. Vraiment quelque chose de sincère. Et donc on se rend compte après 6 ans que tout ça, ça a fait des petits et que on a développé beaucoup de réflexes. Il y a beaucoup de familles les enfants ont grandi, on est sur d'autres enjeux, d'autres choses, et puis ils continuent à s'approprier notre offre. Et c'est hyper intéressant de voir comment nous on s'est aussi fait bousculer dans ce qu'on propose et comment les familles aussi sont allées vers d'autres choses. Voilà, avant de continuer, peut-être qu'on peut, c'est le timing, passer la petite vidéo. C'était, si je peux juste l'introduire brièvement, en fait, ça fait donc 5 ans qu'on fait ça, et puis ça fait que quelques semaines qu'on a eu l'autorisation vraiment de filmer. Vous n'êtes pas sans savoir que le droit à l'image chez les plus petits, c'est toujours une belle histoire. Et puis moi-même, étant parent de jeunes enfants, j'avoue que je suis pas non plus très à l'aise avec ça. Mais là, on a enfin eu le droit, parce que aussi on nous le réclame beaucoup. Pas qu'à Strasbourg, mais aussi ailleurs en France, et que voilà, je peux vous en parler longtemps, mais cette petite vidéo peut-être vous donnera quelques billes supplémentaires.
5 minutes. Est-ce qu'on peut baisser la lumière, s'il te plaît, Samuel? Ça fait plusieurs années qu'on intervient dans les lieux de la petite enfance partout au Neuhof. C'est une façon pour nous, salle de concert, de nous connecter différemment à tous ces enfants, adultes en devenir et vraiment de mettre l'accent sur l'éveil artistique et culturel du tout petit qui est très important à nos yeux et puis d'autant plus pour le parcours que nous on imagine, j'allais dire de zéro à la fin de vie en termes de propositions artistiques et culturelles. Pour ça, on s'entoure d'artistes assez merveilleux, on co-construit beaucoup avec les gens qui nous accueillent dans les structures. Ça leur permet de rebondir à leur échelle sur d'autres aspérités de leurs projets. Et tout ça se nourrit mutuellement. Depuis quelques années maintenant, on sait à quel point c'est important pour le développement du jeune enfant d'assister à des spectacles. Et donc c'est chouette d'avoir des intervenants extérieurs qui viennent sur des temps comme ça. Et ça marche à tous les coups. Enfin, on voit que les enfants restent assis au spectacle, ils sont attentifs. On les voit rarement aussi attentifs, nous, quand on leur propose des histoires ou des choses comme ça. Là, d'avoir vraiment un spectacle vivant, enfin, on voit à quel point ça les intéresse. En fait, ce qui est aussi très important dans ce que propose Django, c'est qu'il propose qu'on se lance dans quelque chose qui nous tient à cœur et que, à travers les représentations dans le contexte avec les tout-petits, on fasse l'expérience du spectacle avec le public, avec les enfants. Parce que c'est un public dont on ne peut pas faire abstraction, c'est-à-dire on n'est pas au théâtre avec le 4e mur, avec la salle, la scène. Là, on voit par exemple cette séance, c'était très agité, en même temps ils étaient là, mais celle du matin, elle était très posée. Donc nous, il faut aussi qu'on ait le temps de s'approprier dans le corps et dans nos façons de bouger, dans notre relation, toute cette énergie qui arrive du public, qui n'est jamais la même. Donc j'ai déjà une petite expérience de la musique, en tout cas avec les tout-petits. Ce que je ressentais dans ce que fait Baptiste, dans les instruments qu'il fabrique, c'est déjà quelque chose de très sensible, de très vibrant par rapport à faire vibrer l'émotion. Pour moi, le spectacle pour les tout-petits fonctionne vraiment bien quand on est dans l'émotion, quand on est dans le ressenti, quand on est dans le visuel aussi. Comment est-ce qu'on amène l'attention des petits vers quelque chose? Et puis la relation du geste au son, c'est très très important. Et dans les objets que fabrique Baptiste, il y a évidemment le mouvement, pour moi, qui est induit par l'objet. Et ça donne à rêver, ça donne à imaginer ce qui peut se passer sur un plateau qui ne soit pas de l'ordre de raconter une histoire, parce que les tout-petits ne sont pas dans l'histoire narrative, c'est pour les un peu plus grands. Maintenant, j'aime aussi bien, moi, mélanger des mots, parce que les mots, on sent que par mimétisme, les tout-petits répètent, ils les ont déjà entendus, ou ils ne les ont pas entendus, ils essaient de les répéter, mais c'est aussi un terrain comme ça de partage, un théâtre d'économie. Voilà, on a quelques éléments et puis on les fait vivre avec le temps qu'il faut pour que l'attention des enfants soit connectée avec ce qu'on est en train de faire. Donc pour moi, vraiment, le travail avec les tout-petits, c'est là, c'est à cet endroit-là.
Ok. Ça, c'était pour le petit côté émotion. Merci. Ce qui est super intéressant là-dedans, alors on l'a fait avec somme d'artistes depuis toutes ces années, vous l'imaginez bien, il y en a quelques-uns qui sont dans la salle d'ailleurs, mais là c'est Emmanuel Zanfonato, du CFMI, enfin issu du CFMI, et Baptiste Marlard, ancien élève du CFMI. Donc c'est le maître quelque part et l'élève, et je trouve ça assez merveilleux comme filiation, parce que c'est un combo que j'ai voulu imaginer, parce qu'Emmanuel a déjà travaillé avec nous beaucoup par le passé, elle faisait les ateliers parents-enfants, elle a fait pas mal d'autres choses assez merveilleuses pour les plus petits chez nous. Et en fait, je trouvais ça intéressant. Je commence à faire ça, à faire des autocréations. Et donc je l'ai mise dans les pattes de Baptiste. Et puis il y a eu un vrai déclic. J'ai aussi, et là c'est intéressant aussi pour nous, structures culturelles, on a payé aussi cette forme de création. C'est pas le tout de les mettre ensemble et de leur dire proposez-nous quelque chose. C'est aussi intéressant. C'est bon pour eux qu'ils soient rémunérés pour cette création, à la hauteur de ce que peut faire Django, on est d'accord. Mais quand même, au moins symboliquement, qu'on soit en charge du matériel, etc. Et puis que ça aboutisse à une création. Et pour nous, l'idée, c'est qu'elle tourne. Alors certes, elle va revenir au Neuf pour la deuxième fois à la fin de l'année, mais on a envie qu'elle voyage et que ça ne s'arrête pas là, et que ça continue à faire des petits un peu partout à Strasbourg. Voilà. Et c'est hyper intéressant de rendre hommage aussi au travail des artistes, pas que. Là, je vois qu'il y a des photos de la compagnie Baomen, mais c'est des compagnies qui sont incroyables parce qu'elles vont faire une immersion complète dans les lieux de la petite enfance. Donc elles sont vraiment en accroche avec ces structures-là. Et c'est hyper important de se faire bousculer aussi en allant en immersion là-dedans. C'est aussi important de bousculer quelque part les personnels accueillants. Parfois, on se retrouve face à des gens un peu vieille école qui ont plein de qualités, mais peut-être pas celle de laisser libre cours à l'enfant pendant un spectacle, une performance de ce type-là, où il va y avoir des « chut, viens ici », etc. Et puis c'est pas grave, cette personne-là est vraiment exceptionnelle par ailleurs, mais c'est aussi notre rôle à nous de libérer tout ça. Et là, là vous avez eu les belles images, mais on intervient dans des lieux quand même beaucoup plus exigus, moins bien agencés. La Clé des Champs. Voilà, une salle de sieste qui se transforme le temps de la performance qu'on réhabilite. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, je pourrais en parler encore longtemps en fait, mais moi, je voudrais rebondir sur une de tes questions de tout à l'heure que je trouvais très intéressante. Je voulais te renvoyer la question. Plein de ces artistes qui sont passés par là sont devenus finalement des artistes associés sans nous sur le Neuf, ou en tout cas sur le Neuf, et ça c'est assez génial parce que c'est quelque chose que finalement on a impulsé. Et finalement, ces artistes vont toquer beaucoup plus facilement à la porte de ces structures où ils se sont produits plusieurs fois. Ils vont chercher des financements de leur côté. C'est plus Django qui finance, c'est une espèce de coproduction structure et artistes. Et en fait, c'est comme si nous, on avait plein d'artistes associés sur le territoire, sans même que finalement on ait à porter le projet. Et c'est encore mieux parce que on a de moins en moins le temps et on veut faire les choses toujours aussi bien. Donc que les artistes et que les structures s'en emparent ensemble sur d'autres variables, j'ai envie de dire, de leur projet. Là, c'est un peu le summum de ce qu'on peut espérer pour ces performances-là. Voilà. Merci beaucoup, Mourad. Je relance ma question, et puis Gaëlle, si tu veux y répondre aussi, sur le sujet des musiques actuelles pour la toute petite enfance. Est-ce qu'il y a une réflexion qui se porte là dans les réseaux des musiques actuelles sur ces choix de programmation et sur, comme tu le disais tout à l'heure, peut-être aller chercher aussi des artistes qui n'osent pas, qui ne se sont pas risqués, mais qui pourraient avoir une appétence ou en tout cas une sensibilité. Et comment vous pensez cette programmation des musiques actuelles, enfin le lien une fois de plus avec votre programmation Il y a des choses intéressantes comme la coproduction Salmôme, on pourra peut-être en parler, mais c'est vrai que les musiques actuelles dans le jeune public, ça a toujours été un peu l'enfant pauvre. Ne savent pas trop comment aborder ça, si vraiment on se cantonne aux musiques actuelles comme on les imagine. Et je trouve que ça manque que les salles en particulier et les pouvoirs publics, j'en parle toujours, et les politiques publiques devraient pousser tous ces artistes au moins à s'éveiller à tout l'intérêt que peut avoir l'éducation, enfin l'éveil artistique et culturel du tout petit. Mais clairement, il y a beaucoup de réflexions qui s'engagent dans les réseaux nationaux surtout. Mais je trouve qu'on est encore quand même un petit peu au ralenti et que quelque part là où pour nous c'est naturel de mettre la même énergie là-dessus, sur cette performance, que d'avoir 400 personnes en salle, je crois que pour tout le monde c'est pas forcément évident.
et qu'il y a aussi un truc où il faut qu'on s'auto-bouscule un petit peu dans nos conceptions de tout ça. C'est vrai que depuis quelques années, donc l'appel à projet Salmom est vraiment un boost à ce niveau-là. Donc pour expliquer un peu plus en quoi ça consiste, donc la SACEM chaque année fait un appel à projet donc du jeu de mots Salmom pour permettre aux boîtes de production et aux salles de coproduire un spectacle jeune public sans limite d'âge. Donc ça peut être un spectacle pour les 0-3 ans, cycle 1, cycle 2, cycle 3, collège, lycée, pour justement offrir la possibilité à des spectacles qui n'auraient pas pu se financer par eux-mêmes ou être produits, d'avoir l'aide de salles. Et surtout l'intérêt aussi, c'est une aide entre guillemets à la diffusion. Car normalement, dans le cadre de cet appel à projet, ce sont 3 salles de régions différentes qui sont censées s'associer, minimum 3 salles bien entendu, s'associer pour aider au financement de ce projet. Donc quand on parle de financement, c'est pas forcément que du numéraire, c'est aussi de l'aide à la résidence, donc mettre à disposition les locaux pour que les artistes puissent venir travailler leur spectacle, la création du spectacle. Ça peut être aussi de l'aide en apport en industrie, ce qu'on appelle, donc avec la prise en charge du logement, de l'hébergement, de la disposition, de la mise à disposition de la salle. Ça peut être en numéraire aussi, ça peut être mélangé, et c'est aussi de l'achat de sessions de ces spectacles. Donc il y a une large possibilité pour les salles d'intervenir sur ces projets et d'aider ces projets, ce qui permet, et on voit justement qu'il y a quand même un foisonnement à ce niveau-là, même si je me trompe pas, ça reste quand même des spectacles pour l'enfance et des spectacles tout petits. Je crois qu'il y en a eu 2 l'année dernière qui ont été retenus, dont un c'était nous, donc c'était bien. Mais donc c'est vrai que à destination de la petite enfance, c'est pas encore si développé que ça. Ça commence à l'être, mais c'est encore difficile. Et c'est vrai qu'on parlait justement de la réaction parfois de certains artistes qui n'ont pas l'habitude de l'enfance et de la petite enfance, de « Ah bah ouais, mais ils n'écoutent pas, ils vivent leur vie ». C'est compliqué, et c'est pour ça que je pense qu'aussi, on parlait de est-ce qu'il faut que les artistes aient une connaissance sur le jeune public et sur la petite enfance. D'une certaine manière, oui, parce qu'un enfant, ou il y a un tout petit enfant en plus, ne réagira pas de la même manière. Il a besoin de s'exprimer, il a besoin de bouger, il a besoin peut-être de venir toucher, même s'il y a un cadre, bien entendu, mais la réaction est spontanée. Et ça peut déranger certains artistes parfois. Moi, j'ai eu le cas d'un spectacle que je n'ai pas voulu programmer à cause de ça, parce que l'artiste ne comprenait pas que lorsque des enfants rigolent, ils ont besoin de commenter et ils ne peuvent pas revenir stoïques dans la seconde. Et il a stoppé le spectacle en disant « Chut, les enfants, je reprends pas tant qu'il n'y a pas le silence ». Ça m'a un petit peu beaucoup crispé, donc j'ai dit le spectacle est très bien, mais il est hors de question, c'est pas notre philosophie, c'est pas notre manière de faire, donc pour moi c'est mort, clairement. Mais c'est des choses que si on ne connaît pas cet environnement, ça peut être brutal parfois pour les artistes de revenir sur c'est quoi un enfant et un tout petit enfant. Tout à fait. Et alors tu parles de connaissance, et puis on parlera aussi beaucoup, et je regarde mes voisins de droite, de coopération aussi entre le secteur, entre des professionnels de la petite enfance et justement des musiciens, des structures culturelles qui n'ont pas forcément cette connaissance, mais la coopération fait beaucoup, on va le voir, on va en voir un exemple juste après. Mourad, je crois que tu voulais une toute petite réaction avant qu'on passe aux voisins et qu'on laisse descendre de notre manège Gaël et Céline qui n'ont pris que 3 tickets et qui devront malheureusement descendre en cours de route. Je t'en prie, Mourad. C'est assez intéressant parce qu'il y a quand même un changement aussi quelque part de génération et de personnes ressources. Enfin, moi je suis co-directeur mais en charge de l'action culturelle quelque part. Et je trouve que c'est du coup plus facile pour moi d'aller défendre ces enjeux-là. Il y a de plus en plus de co-direction dans le milieu des musiques actuelles et on sent que ça commence petit à petit à bouger. Et ces personnes ressources, elles sont vitales parce que les plus beaux projets qu'on a réussi à construire, c'est finalement pas forcément grâce à une structure géniale, mais par rapport à des personnes qui œuvrent au sein de cette structure, qui ont déplacé des montagnes et qui ont facilité la tâche de l'intérieur, que ce soit pour
pour nous, mais je pense plutôt aux artistes et aux structures de la petite enfance en particulier. C'était des facilitateurs incroyables et je ne suis pas sûr qu'un même territoire donné sans ces personnes ressources-là, et on voit bien quand elles s'en vont, ce soit toujours aussi simple à mener. Voilà. Merci beaucoup Mourad. Je vous remercie infiniment Céline, Gaëlle, grand merci à vous. Marie-Hélène, tu es éducatrice et tu travailles au RPE, Relais Petite Enfance. C'est anciennement les relais d'assistantes maternelles et je te propose de nous dire aussi en introduction, parce que tout le monde, alors certains d'entre vous évidemment connaissent les relais Petite Enfance, d'autres moins, peut-être quelles sont vos missions, ce qu'on y fait. Et vous avez créé ensemble une coopération avec l'Orchestre Symphonique de Mulhouse. Clément, tu es musicien au sein de cet orchestre, tu es altiste. C'est une coopération un peu étonnante. Alors je parlais tout à l'heure de l'étonnement de voir se rencontrer les musiques actuelles et la petite enfance. Je crois qu'on peut faire se poser la même interrogation. De prime abord, quand on pense à un orchestre symphonique, effectivement, on n'imagine pas des bébés en plein milieu, pour différentes raisons. Et ça va nous intéresser de savoir comment s'est créée cette rencontre et cette vraie coopération sur la proximité de Mulhouse. Je sais que le second protocole d'accord, on en a beaucoup parlé hier, cet accord interministériel qui vraiment replace l'éveil artistique et culturel comme un engagement fort au sein des deux ministères de la culture et de la solidarité de la santé, a été un peu, en tout cas pour vous et pour toi Marie-Hélène, un élément qui t'a permis de défendre, de construire et de mettre en œuvre ce projet, et peut-être aussi d'aller frapper à la porte de l'orchestre. Tu vas nous raconter tout ça et surtout vous allez nous raconter ce qui est né de cette rencontre. C'est fait, c'est bon. Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Alors on m'a effectivement demandé de vous présenter en quelques mots ce qu'était un relais petite enfance, anciennement relais assistante maternelle, le terme a changé en 2021. En quelque sorte, c'est un lieu, moi j'aime bien dire que c'est un lieu ressource pour toute famille qui est déjà en recherche d'un mode d'accueil, quel qu'il soit, collectif ou individuel. Et puis, nous avons un certain nombre de missions qui est plus l'accompagnement des assistantes maternelles, professionnelles de la petite enfance, dans leur pratique au quotidien, mais également, et c'est là que entre un petit peu cette animation qu'on va vous présenter aujourd'hui, notamment une mission d'encourager, de proposer des ateliers d'éveil aux enfants accueillis chez les assistantes maternelles. Alors ça peut être des ateliers d'éveil que l'on co-anime. On est de nombreuses responsables de relais en étant nous-mêmes professionnels de la petite enfance, mais quelquefois on peut solliciter différents partenaires et c'est ce que l'on a fait effectivement dans cette action. Alors voilà un petit peu pourquoi les relais de petite enfance sont aussi des acteurs en quelque sorte de la promotion de l'éveil culturel et artistique. Puisque nous avons dans nos missions cette proposition d'atelier d'éveil aux enfants, notamment accueillis chez les assistantes maternelles et aux parents, évidemment, de ces enfants. Ça, c'est très important aussi d'associer les familles à la participation à nos différents ateliers. Alors, dans ce contexte-là, eh bien, effectivement, moi, ça fait déjà presque 20 ans que je suis sur le relais petite enfance de Riedisheim. J'ai toujours à cœur de trouver d'autres partenaires pour étoffer, enrichir aussi mon quotidien d'éducatrice, hein, parce que je pense qu'on est toutes comme ça, en vieillissant, il faut un petit peu qu'on se nourrisse aussi, pour pouvoir aussi évoluer et proposer d'autres choses aux tout petits. Et dans ce cadre-là, eh bien, quand le protocole est sorti, j'avais eu l'occasion d'avoir dans mes animations 3 musiciens de l'orchestre qui étaient venus tout à fait sur l'invitation en fait, d'une assistante maternelle dont un des parents était musicien, qui était venu lors d'une animation, et je m'étais aperçue combien les tout petits, et ça m'avait très étonnée aussi d'ailleurs à l'époque, nous avions 3 musiciens de l'Orchestre Symphonique de Mulhouse devant nous, combien les enfants étaient très très attentifs, surtout les bébés par exemple, qui étaient au sol, à lever la tête, voilà, et combien cette attention était soutenue. Et comme l'ont dit tout justement mes collègues, on le sait en tant qu'éducatrice que quelquefois une activité peut durer 10 minutes et hop, l'enfant va passer effectivement à autre chose. Et là, j'étais très très surprise de l'attention des enfants.
Donc forte de ça, j'avais contacté à l'époque la coordinatrice pédagogique de l'orchestre pour lui demander si c'était possible de créer quelque chose avec les musiciens de l'orchestre. À l'époque, rien n'était fait au niveau, on va dire, des pouvoirs publics pour ça, et on avait laissé tomber. Donc quand en 2017 le protocole est sorti, bien évidemment j'ai repris mon téléphone et puis j'ai recontacté mon interlocutrice et là forcément il y avait des choses sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour mettre en place une animation avec les musiciens de l'orchestre. Et on s'est retrouvés avec une autre collègue du relais petite enfance de Mulhouse franciscain à tricoter en fait avec les musiciens une animation puisqu'il fallait tout inventer. C'était totalement inédit. On s'était aperçu que l'Orchestre Philharmonique de Paris avait déjà, eux, sur leur territoire, des animations pour les tout-petits. On avait fait pas mal de recherches aussi pour voir comment on pouvait créer quelque chose. Et puis, on a mis nos bonnes volontés, nos diverses expertises, nous, de professionnels de la petite enfance, les musiciens, bien sûr, d'experts autour de la musique, pour créer une animation donc, pour les tout-petits, dans les locaux d'un lieu culturel, la Filature à Mulhouse. En 2019, ma collègue qui est ici, du relais de Rixheim, nous a rejoint. Donc nous sommes actuellement 3 relais petite enfance à travailler sur ce projet, donc à proposer une animation pour les 0-3 ans, à peu près d'une demi-heure, 40 minutes, une fois par mois, dans les locaux de la Filature. Moi, c'était très important pour moi que ça soit dans un lieu de culture, puisque ça permettait aussi aux assistants maternels et aux familles de se familiariser avec peut-être quelque chose qui paraissait au départ inaccessible, en tout cas pour les 0-3 ans. Voilà, je vais laisser la parole à Clément pour lui. Merci. Bonjour à tous. Alors moi je suis très heureux d'être là pour montrer que les vieilles institutions un peu tradies, comme ça, comme un orchestre symphonique, il y a aussi une très très belle dynamique. On voit qu'il y a énormément d'acteurs et c'est bien aussi que je me fasse le témoin que même les institutions plus classiques s'investissent vraiment là-dedans de tout leur cœur aussi. En l'occurrence, c'est vrai que par exemple à Mulhouse, il y a une vie culturelle qui est assez incroyable. On a une scène nationale, on a des spectacles d'opéra, de l'Opéra national du Rhin, un orchestre symphonique de 56 musiciens. Et nous, on a une programmation évidemment de concerts, mais ce qui est important de savoir, c'est que l'action culturelle a pris de plus en plus de l'importance. Et ce qui était il y a quelques années juste des animations sont devenus des vrais projets d'action culturelle, à tel point que même à l'orchestre, ça aura prochainement un nom qui va regrouper toutes les actions, l'Académie, qui va regrouper de 0 jusqu'aux EHPAD, jusqu'au public empêché, centres pénitentiaires, etc. Et ne serait-ce que juste pour l'enfance, chaque année, on atteint environ 15 000 enfants. Et les 56 musiciens participent selon leur envie et selon les appels à volontaires, ceux qui se sentent plus près d'aller vers les 0-3 ans, ceux qui sont plus à l'aise vers les collèges, voilà. Et pour chaque tranche d'âge, il y a des projets spécifiques et des projets sur le long terme. Voilà. Je te laisse. Alors, je vais juste vous présenter, puisque vous le voyez en photo là autour du piano, Xylo. Xylo, en fait, quand on a réfléchi un petit peu à cette animation, il nous paraissait important d'avoir beaucoup de repères pour les enfants, puisque, comme je vous le disais, ils se déplacent avec leurs assistants maternels ou leurs parents dans un lieu qui est très vaste, la Filature. On parlait de lieu tout à l'heure avec mes collègues. Là, on est vraiment dans un lieu de culture, mais pour autant, on n'a pas toujours la chance d'avoir la même salle. Donc il faut s'adapter à chaque fois. L'accueil du tout petit, c'est quelque chose de très important pour nous, qui sommes les professionnels de la petite enfance. Donc il faut que ça soit adapté, qu'il y ait un petit cocon quand même quand les enfants arrivent. Et donc une assistante maternelle a créé cette mascotte, Xylo, qui est donc là pour les accueillir aussi. Donc certains s'en saisissent, se couchent dessus, le prend, le rend, voilà, c'est un petit peu le repère pour les enfants. La salle est aménagée avec bien entendu des coussins au sol, des tapis. Les assistants maternels se mettent au sol ou sur des chaises comme elles le souhaitent, et les familles aussi. Et nous avons donc réfléchi au canevas un petit peu de cette animation, parce que c'était pas simple de se dire, bon,
qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on est effectivement un certain nombre de musiciens qui avons envie d'entrer dans ce projet. Clément en parlera, effectivement, quelle était la motivation première des musiciens. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc, on a pris le parti de rester sur de l'écoute d'œuvres classiques ou musique du monde, puisqu'un de nos objectifs était vraiment de rendre accessible la musique classique aux tout petits. Donc ces animations se ponctuent de temps d'écoute de musique, de la lecture d'une histoire en musique, donc que nous racontons ou qu'un des musiciens raconte, et puis ensuite d'un temps de relaxation avec encore des petites comptines. Avant le Covid, les musiciens venaient aussi au sol avec leurs instruments pour que les enfants puissent toucher les instruments, être proches des musiciens. Ça nous paraissait aussi très important, et je crois que ça a été largement dit cet après-midi. Ça nous paraissait important que le tout petit ait cette possibilité d'être proche des musiciens. Et là encore, bien entendu, nous sommes aussi vigilants à ce que l'enfant puisse se mouvoir de la façon qu'il souhaite. Et ça, c'était aussi un discours que nous avons beaucoup martelé auprès des assistantes maternelles, parce que comme tu le disais ou la collègue le disait, on a encore cette tendance en tant qu'adulte de dire « Chut, fais pas de bruit, non, viens là » et hop, on le tire. Non, non, ne va pas vers les musiciens. Nous, on laisse vraiment les enfants se mouvoir comme ils l'entendent. Et à notre grande surprise, et on se faisait la remarque avec Clément, eh bien, bizarrement, ils ne bougent pas. Ou alors, ils dansent. Mais il n'y a aucun enfant qui, tout d'un coup, part à des endroits où, bon, ça peut être dangereux. On est dans un espace quand même qui n'est pas sécurisé, comme dans une structure multi-accueil ou un lieu petite enfance. Mais nous n'avons jamais besoin, vraiment, et ça c'est vraiment une particularité, parce que ça fait quand même maintenant, depuis 2017 qu'on fait ça, de rappeler des enfants qui partiraient se mettre en danger. En tout cas, surtout. Je pense que tu peux peut-être aussi en parler. Oui, ce qui peut paraître peut-être bête pour les instruments de musique coûtent très cher. Et on pourrait penser justement que l'artiste aurait justement peur de faire toucher un instrument qui peut valoir 30, 40, 50 000 euros peut-être. Mais pas du tout. En fait, il y a quelque chose de naturel qui se fait au niveau de la proximité. Déjà, le fait que les musiciens qui font ça ont l'envie de le faire. Ça peut être des jeunes parents, hommes, femmes. Ça peut être des musiciens plus vieux. Voilà. Mais en tout cas, c'est que des volontaires. Et donc, on se met vraiment au niveau de l'enfant. Et c'est presque par instinct qu'on a fait ça. C'est-à-dire, on pourrait penser qu'il faut une formation aussi à ça. Alors, heureusement, on a eu tous les conseils aussi des relais, hein. Mais instinctivement, les artistes qui ont fait ça, on se met au niveau, on se met, voilà, il y a du bruit, ça bouge, il y a une interaction, on se met par terre, ils touchent les instruments qui sont fragiles, etc. Mais il n'y a aucun problème, ça se passe toujours très bien. Donc il faut voilà, c'est ça qui est intéressant de voir le contraste aussi des fois. Je pense que ça change aussi beaucoup ça. Parce que, comme dit récemment, voilà, c'était des animations, on jouait un petit morceau, merci, au revoir. Et c'était ça, la réalité des animations pour les enfants. Aujourd'hui, non, il y a une vraie démarche et un musicien d'orchestre symphonique, et je pense que c'est partout au niveau national. Les actions culturelles, ça fait partie maintenant du métier aussi. Dans les écoles supérieures, les conservatoires et tout ça, je pense qu'on n'est pas encore assez formé à ça. On est formé à être déjà des artistes aboutis, professionnels, à atteindre la perfection de la musique pour faire des beaux concerts. Mais maintenant, les actions culturelles font une immense partie de la programmation en off d'une saison d'orchestre. Oui, et des fois une mission qui est peut-être moins visible ou moins perceptible par le grand public. Justement, j'avais une petite question pour toi, Clément, sur tout ce quotidien professionnel et te demander justement une intervention comme celle-ci, en quoi elle peut peut-être modifier aussi ton regard sur ton métier de musicien, ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce que ça apporte aussi dans ta carrière aussi d'interprète ? Alors, ce qui est très important, voilà, on est musicien professionnel. Notre métier, depuis qu'on est tout petit et qu'on apprend un instrument, c'est d'être le meilleur, d'être parfait, comme un sportif de haut niveau, voilà. Et que les concerts, on donne le meilleur de soi-même
alto fausse note, etc. C'est quelque chose qui existe avec ce quatrième mur, ce fameux quatrième mur qui existe entre le public dans une grande salle de spectacle de 1200 personnes et la scène. Et nous, ça nous fait une bouffée d'air frais de faire ces actions culturelles parce qu'on va à la rencontre de tout type de public et des 0-3 ans et on casse ce mur et on fait de la musique juste pour faire de la musique et pour partager, pour transmettre. Voilà, et ça, c'est quelque chose, je pense, qui fait vraiment du bien au métier de musicien aussi d'un orchestre, mais d'autres institutions, justement, j'insiste sur le côté plus traditionnel. Maintenant, tout le monde se bouge pour ça et je pense que c'est une volonté aussi nationale de plus en plus de faire tout ça. Mais en tout cas, j'ai énormément de plaisir à faire ça. Voilà. Ça se ressent. Alors juste encore pour vous dire que donc on fait 2 séances dans la matinée. Donc je vous disais c'est 1 fois par mois. Donc il y a 2 séances dans la matinée parce qu'on a de la chance, c'est que les assistants maternels et les familles d'ailleurs ont répondu vraiment présents et sont très très motivés à venir. Je pense que pour eux ils se sont rendus compte que ça apportait énormément aux tout petits ce temps-là. Donc on a entre 40 et 50 enfants sur la matinée, 50 tout petits qui viennent donc à ces séances qu'on a intitulées à l'orchestre avec mon doudou. Et l'évolution, c'est que, étant donné qu'on est dans les locaux de la filature, eh bien on a fait appel à la médiathèque de la filature, j'ai une mouche qui me tourne autour, pour faire un prolongement un petit peu de cette animation et permettre aux assistantes maternelles d'aller réserver des œuvres de musique pour poursuivre un petit peu cet éveil, cette familiarisation à la musique classique aussi chez elles, parce que le but c'est aussi que tout ça se déplace et que ça revienne dans les familles, ça revienne chez les assistantes maternelles. Il ne faut pas que ça soit sacralisé, il faut vraiment que ça puisse faire boule de neige et puis que tout d'un coup on se dise ah ben voilà, tiens maintenant le matin peut-être je vais passer telle ou telle œuvre. Et on ne le faisait pas avant, mais cette année on a demandé aux musiciens de nous fournir la liste des œuvres aussi qu'ils jouaient pendant ce temps-là, pour qu'on puisse également les donner aux assistantes maternelles et aux familles. Et pour terminer, pour qu'il y ait aussi ce lien avec les familles, parce que vous imaginez bien qu'un jeudi matin, il y a beaucoup plus d'assistantes maternelles que de parents. Hein. Forcément, si on met son enfant chez une assistante maternelle, c'est parce que soi-même on travaille. Donc, même si c'est ouvert aux familles, et bien pour faire ce lien aux familles, on a imaginé une petite carte souvenir. Donc, chaque enfant repart avec sa petite carte sur laquelle il a les instruments qui ont été joués et puis la petite histoire aussi qui a été racontée comme lien sur lequel il pourra discuter, échanger avec ses parents. Et voilà, j'oubliais, tu peux peut-être en parler, Clément. Non, alors, oui, donc il y a une animation chaque mois et chaque séance est évidemment unique sur une trame que Marie-Hélène a expliquée. Et nous, notre rôle de musicien, c'est sur cette trame, sur la comptine qui est prévue, etc. Le petit moment de méditation, de calme où ils vont s'allonger. C'est les 2, 3, 4 musiciens qui vont participer, qui créent le spectacle qui sera donné, on va dire. Voilà. Donc on choisit des petits extraits, ça peut être de la musique classique, mais ça peut être de la variété, ça peut être du jazz, ça peut être des ragtime, tout type de musique, des arrangements qu'on fait en fait à chaque fois. Donc il y a une vraie participation active et créatrice des musiciens pour ces animations. Et ensuite, le concert de restitution, chaque année, est donné et là ouvert aux parents qui peuvent venir donc avec les enfants pour un concert en apothéose, on va dire, de cette saison. Voilà, ça permet de faire la cerise sur le gâteau pour toutes ces animations de la saison et après ça redémarre la saison d'après sur de nouvelles comptines et de nouvelles choses et des enrichissements que Marie-Hélène peut apporter aussi en feedback. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. D'ailleurs, la fluidité de cet échange rend compte de ce beau travail, de cette coopération qui existe entre ce relais Petite Enfance de Riedisheim et l'Orchestre Symphonique de Mulhouse. Effectivement, ça donne envie. Est-ce que je regarde ma collègue Faustine, est-ce qu'il nous reste quelques minutes pour partager avec la salle? Oui, il nous reste quelques minutes, on a de la chance. On peut remettre un peu de lumière dans la salle et je vois déjà un doigt qui se lève, c'est super, plusieurs. Donc si vous avez envie de réagir ou interagir aussi bien avec l'intervention de Mourad que la dernière intervention, n'hésitez pas, la parole est à vous. Est-ce qu'on peut avoir un peu de lumière sur la salle, s'il te plaît Samuel?
Merci beaucoup. Bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est des démarches très différentes, hein, autant la création comme l'animation. J'ai une petite question pour ce projet à Mulhouse. Vous dites 50 enfants en même temps? Non. D'accord. Ah oui. Voilà, très bien. Oui, non, ça ne serait pas possible. Voilà, et, Oui. et donc vous avez là, ça va continuer, c'est quelque chose qui va se poursuivre en fait. Il y a une visée. Est-ce que par rapport à ce qui était dit le matin, ça vous donne envie de passer de l'animation à l'intervention? Est-ce que le musicien intervenant aurait un rôle à jouer dans ce projet? Le musicien intervenant, dans quel sens? J'ai pas compris vraiment la question. Mais disons que pour nous c'est très important, l'animation c'est un domaine et puis l'intervention, la médiation c'est un autre. Oui. Donc est-ce que, en imaginant de faire évoluer votre forme ou d'aller un peu plus loin ou d'autres formes, est-ce qu'il y aurait la place d'inclure un musicien intervenant ou il n'y a pas la nécessité, enfin... Tel qu'est conçu actuellement le format un petit peu de l'animation, pas vraiment, puisque j'allais dire le cadre de cette animation, c'était vraiment de ce partenariat avec les musiciens de l'orchestre symphonique. Je comprends maintenant ce que vous voulez dire. Mais par contre, toute évolution est possible. En fait, j'allais dire, c'est un petit peu les déclics que l'on peut avoir. Nous, quand on réfléchit avec mes collègues, puisque c'est nous qui choisissons les histoires, par exemple, racontées, on fait très attention au rythme de l'histoire, etc. Mais pourquoi pas un jour, effectivement, faire intervenir quelqu'un d'autre qui pourra peut-être apporter une autre expertise. Tout est possible. Encore faut-il aussi qu'il y ait une pérennité dans cette animation-là déjà. Parce que actuellement, nous bénéficions de la gratuité de cette animation, puisque nous avons créé en quelque sorte l'animation. Il se peut qu'un jour, l'orchestre nous demande de payer le coût des musiciens, comme Clément le disait, et là, ça remettrait peut-être en cause, parce que nous, nos budgets relais petite enfance sont très très minces, et donc on a la chance d'en profiter actuellement, mais peut-être qu'un jour, voilà. Donc il y a déjà des choses à pérenniser actuellement. Mais c'est l'avantage justement aussi de l'évolution de tout ce qui se passe au niveau national et je pense l'évolution des actions culturelles. Le but c'est que ça soit accessible à tous et que nous au niveau de l'orchestre aussi, si on trouve à terme aussi des subventions, ça permet aussi de continuer à développer toutes les actions qu'on peut faire. Après au niveau des intervenants, je pense que là c'est vraiment une action spécifique relais et orchestre, mais non, ça n'empêche pas les autres actions. La richesse des actions que font les relais où ils peuvent faire venir des musiciens intervenants. Donc moi de ce côté-là, je pense qu'on a suffisamment de force vive, en tout cas dans l'orchestre, pour cette action, pour faire 56 musiciens. Voilà, je pense qu'on a un terreau d'intervenants musiciens directement pour ces actions-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a répondu à votre question? Oui, en partie, mais sinon je voulais saluer la démarche des créations de Django. C'était vraiment très intéressant. Et voilà, donc j'imagine que ça va continuer aussi pour vous. Ah oui. Là, voilà, c'est ça ne en fait fait, que c'est un peu dommage, s'agrandir. Et puis, est-ce que ces enfants qui ont participé, donc déjà 6 ans, ils commencent à devenir plus... Est-ce que vous avez envie de les suivre un peu? Qu'est-ce que ça devient à long terme? On a un tel travail de territoire qu'on les suit quelque part malgré nous, parce qu'on est déjà très souvent sur le Neuf, dedans, dehors, etc. Donc on les voit, on connaît extrêmement bien une grande partie en tout cas des enseignants et des écoles du quartier. Quand ils grandissent, ils viennent pour d'autres choses. Cette semaine, là, mardi, il y avait une énorme restitution d'un projet qui avait mené 8 classes des écoles Reuss, bon, peu importe les noms. Et ce qui était assez intéressant, c'est que ces projets, je te regarde oui, parce qu'ils ont été menés par 3 anciens étudiants du CFMI, Boris, Ambroise et Hélène, qui sont d'ailleurs par ailleurs avec nous sur plein d'autres choses déjà depuis de nombreuses années, sur la préparation des enfants avant leur venue au spectacle, des sensibilisations un peu nouvelle génération, où finalement on parle pas trop du spectacle qu'ils vont voir, mais on essaye d'une autre manière d'aller leur faire toucher ça. Et en fait, autant pour les plus petits, on le sait pas, franchement, mais autant pour les 3-6, maintenant ils arrivent aux portes du collège, ils nous disent, bah tiens, je me rappelle Monsieur Girafe, je me rappelle le cirque, je me rappelle... Et en fait, du coup, mine de rien, dans la mémoire, ça a marqué. Et puis comme on complète ça par plein d'autres petites flèches, c'est là que je trouve aussi intéressant ça par rapport à la démarche,
l'orchestre, nos performances, mais aussi celle du Gueulard Plus où on donne un petit sac pédagogique pour que les personnels puissent aussi, à leur échelle, là pareil, on leur demande pas de devenir musicien intervenant, mais à leur échelle, continuer à nourrir un peu tout ce terreau-là. Je trouve que qu'en multipliant les flèches, c'est quand même très chouette. Donc les plus petits, on ne sait pas, mais en tout cas, on sait que les 3-6, ils nous le rappellent souvent. Voilà. Bonjour, merci pour vos initiatives et tout ce que vous développez. Ça vient nourrir notre créativité, en tout cas la mienne. Merci aussi pour la vidéo. J'ai été et c'est super que vous ayez eu le droit à l'image, j'ai été très touchée par les regards et l'émerveillement, les sourires des adultes comme des enfants. J'ai vu aussi qu'à la fin, les artistes applaudissaient les spectateurs et ça vient dire quelque chose, je trouve, de tout ce qui a été développé pendant ces 2 jours-là, à savoir le donner et le recevoir, la question de l'horizontalité aussi, qui est présente et qui, me semble-t-il, est nouvelle dans l'art. Alors, j'ai 2 questions, je vais essayer d'aller vite. À Monsieur Mabrouki, vous disiez tout à l'heure, on a fait beaucoup d'erreurs, on s'est beaucoup trompé. Alors, je ne vais pas ouvrir un débat philosophique sur la question du doute et de l'erreur, mais je serais très intéressée de savoir si vous aviez, par exemple, un confrère qui venait vous demander conseil, que lui diriez-vous dans l'idée de ce qu'il pourrait faire ou ne pas faire dans la création, dans les spectacles, dans les propositions que vous avez eues avec l'expérience que vous avez. Et l'autre question, c'est à madame, comment faites-vous pour obtenir la gratuité? Merci. C'est moi qui démarre. Merci, déjà c'est chouette, on est content d'avoir enfin pu faire cette vidéo depuis toutes ces années et des conseils finalement j'en ai pas trop à donner. Je voudrais surtout, c'est comme ça qu'on fonctionne depuis le début, qu'on soit vraiment à l'horizontale, même avec notre public, que finalement chacun vienne avec son héritage un petit peu, j'allais dire d'héritage culturel, hein. Le fait d'écouter des vieilles cassettes à la maison c'en est un en soi, t'as pas forcément besoin d'affranchir les portes d'un lieu pour le faire, mais en tout cas je me rends compte avec les années que je suis plus devenu un piston de mise en relation que finalement un créateur d'eux. Voilà, oui, là j'ai fait un combo effectivement avec Emmanuel et Baptiste, mais finalement le travail c'est eux qui l'ont fait en allant à la rencontre des structures, c'est eux qui prennent les rendez-vous, je le fais même plus, hein, c'est eux qui prennent les rendez-vous, c'est eux qui visitent les lieux, c'est eux qui mettent en branle tout ça, et du coup moi je suis juste un accélérateur de particules, j'essaie juste de le faire de manière intelligente. Voilà. Mais je me suis trompé au début, je le dis parce qu'en fait au début on a commencé par les récréations artistiques, sauf que au début je vous disais il y avait Monsieur Girafe, autant vous dire que notre Monsieur Girafe troubadour qui arrive dans les lieux de la petite enfance, parce que finalement je me suis dit autant en faire profiter les tout petits, finalement c'est quasi la même chose, et grossière erreur de ma part parce qu'évidemment il arrivait là-dedans, c'était pas incroyable. Pareil pour notre deuxième récré, c'était un génie des bulles, vous savez, des bullistes, mais vraiment un magicien qui met de la fumée dans les bulles, etc. Enfin qui était vraiment... Pareil, j'ai absolument pas pensé au fait qu'on va pas mettre du savon et des bulles partout à l'intérieur auprès d'un enfant de 0-3 ans. Et en fait, au-delà de la logistique, c'est quand même aussi comment on prend le pouls de tout ça et qu'on se rende compte qu'on a des artistes quand même, enfin je parle pour notre territoire à nous, territoire alsacien, on a quand même des artistes hyper talentueux qui demandent, que ça. Et moi j'ai pas de catalogue, mais en fait c'est un artiste qui m'a mené à un autre artiste, puis à un autre artiste. Voilà, finalement je suis pas allé les observer en situation et du coup ça c'est chouette et c'est un peu dommage d'ailleurs que c'est pas ce travail pas de recensement mais qu'il y ait quelqu'un qui se charge de mettre les bons artistes aux bons endroits. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait une deuxième question adressée à Marie-Hélène. Mais comme je le disais, tout simplement parce que nous avons été à l'initiative de ce projet et que pour le moment, l'orchestre s'est appuyé sur ce protocole, je pense, pour activer des leviers, et nous laisser, en tout cas à nous, les 3 relais qui avons mis en place cette animation, la gratuité. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs pour d'autres collègues de relais qui maintenant, effectivement, puisque en fait cette animation, c'est vrai, on n'a pas eu le temps de vous le dire, se déplace aussi. Les musiciens vont quelquefois dans les multi-accueils, vont effectivement aussi, maintenant ça a donné un peu une impulsion, en quelque sorte, pour aller en dehors des murs de l'orchestre et de la filature. Là, par contre, effectivement, mes collègues payent les prestations des musiciens. Nous, pour le moment, et je dis bien pour le moment, parce que ça va dépendre de beaucoup de choses, beaucoup de paramètres,
on nous laisse la gratuité. Parce qu'on collabore aussi beaucoup au travail de création, la mise en place en quelque sorte de l'animation. Je peux compléter vite fait? Merci. Ah pardon, je t'en prie. Je peux compléter vite. Oui, vas-y, je t'en prie. Je pense à autre chose. Ce qui est hyper intéressant, et je trouve a priori juste, c'est le fait d'essayer d'assurer une pérennité en fait, dans ce qu'on peut proposer, avec un artiste qui commence par les 0,3, mais qui peut aller aussi voguer sur d'autres tranches d'âge, et comment en fait quelque part on le suit sur un territoire donné. Alors ces questions de territoire, je crois que vous avez compris, ça m'intéresse vraiment beaucoup, mais je vois qu'il y a Yako d'Anassou Miroir qui est là, qui a fait avec nous les récréations artistiques, puis le cycle de performance que vous voyez là pendant 1 ou voire 2 ans, je crois, dans les lieux de la petite enfance, et qui maintenant travaille avec nous sur la fabrique à musique contemporaine auprès des collégiens. Et qui a même fait avec nous des sorties de résidence dans les travées du supermarché, ce que je vous évoquais tout à l'heure, mais c'est aussi une question de personnes. Je reviens à cette histoire de personnes ressources, c'est aussi les envies des artistes qui nous motivent quand on sent qu'on est prêt à tous un peu sortir de notre zone de confort. Agnès, je ne sais pas si elle est là, mais en tout cas, parlait tout à l'heure de frottement, ça nous parle. Frottement maîtrisé, évidemment, mais frottement, c'est ce qu'il faut défendre. Merci. Je crois qu'il y a une question au fond de la salle. Waheb, je crois. Merci. Je voudrais intervenir juste sur 2 points. Le premier concernant, il y a une question qui a été posée disant s'il y avait de la place pour un dumiste dans le travail fait à Mulhouse entre les deux. À Strasbourg, il y a une dumiste qui est auprès de l'orchestre philharmonique. Et donc elle fait ce travail de médiation, elle prépare les enfants, etc., etc. Et ce travail, elle le fait depuis les années 2000. Elle avait été engagée par la ville, c'est une dumiste, hein, à l'origine percussionniste, mais dumiste. L'autre point, ça concerne l'intervention du musicien de l'orchestre symphonique de Clément. Donc, je veux dire juste une chose, c'est que à partir fin des années 60, des années 70, à Strasbourg, il y avait Musique et Culture. Musique et Culture était un organisme qui faisait le lien entre les écoles, toutes les écoles élémentaires du Bas-Rhin, et je pense aussi dans le Haut-Rhin. Et donc, l'orchestre philharmonique présentait, il y avait des concerts scolaires. Il y avait des concerts scolaires avec l'orchestre philharmonique, c'était une partie, et il y avait aussi des présentations instrumentales avec des musiciens qui se déplaçaient un petit peu partout dans le département. Seulement, c'était uniquement destiné à l'élémentaire, c'était à partir de l'élémentaire. Là, ce que vous faites, bon, c'est une avancée. Mais ce qui est dommage, c'est que ça avait commencé donc fin des années 60, années 70, années 80. Après, ça s'est arrêté. Il n'y a plus de présentation instrumentale, etc., etc. À Strasbourg, par exemple, les premières années, c'était Pierre Boulez qui venait présenter le Sacre du Printemps et d'autres trucs. Donc ça s'est fait un bon bout de temps. On l'abandonne, on le reprend. C'est dommage, toujours une histoire de politique publique, il n'y a pas de continuité, c'est toujours comme ça, Voilà. Merci beaucoup, je crois que Clément va réagir, je crois que ça rejoint ce que disait Mourad, c'est la question de la pérennité, je crois qu'on s'interroge toutes et tous maintenant, aujourd'hui, effectivement, quand on mène un projet sur ce qui reste quand on s'en va et ce que ça produit aussi sur le long terme. Peut-être simplement dire aussi que vous avez, tu l'as dit et redit, dépassé la présentation de l'instrument. Mais... Oui, c'est ça. Non, mais j'ai eu la chance de travailler 1 an à l'Orchestre de Strasbourg et d'avoir participé aussi justement à tout ce qu'ils font comme activité. Tous les orchestres il y a une grosse évolution entre... J'essaie de me redonner dans la tête. Pardon. On a toujours fait par exemple des concerts famille. Des concerts famille, on va faire par exemple Pierre et le Loup, le Carnaval des animaux avec un narrateur. Ça reste un concert. Une présentation d'instruments où on va faire un concert avec des extraits, regardez, il y a les violons, regardez, il y a les violoncelles. C'est très utile, mais après ça dépend aussi de la tranche d'âge, mais ça reste aussi un concert. C'est là où je dis, c'est pas péjoratif quand je parle d'animation, parce que ça a son importance aussi. Mais par contre, c'est la spécificité d'une action pour une tranche d'âge. Par exemple, pour le collège, je prends un exemple, on va faire un projet sur toute une année où les collégiens vont faire un spectacle
préparer un spectacle, il y aura du texte, ils vont faire acteurs, ils vont chanter, travailler avec un chef de chœur pour préparer. Et à la fin du spectacle, il y a une restitution avec un concert public, accompagné par les musiciens de l'orchestre symphonique, sur une œuvre littéraire qu'ils auront travaillé avec aussi d'autres profs sur le contexte historique. Par exemple, on a fait la musique de l'âme sur un roman de Sylvie Alouche, les collégiens l'ont lu. Ça parle de la rafle du Veldiv, etc. C'est des projets pour les collégiens. Et ça dépasse justement le côté non péjoratif de l'animation, mais c'est un vrai projet pédagogique. Et là, ce qu'on fait pour les 0-3 ans, on arrive à ce qu'ils restent concentrés et calmes une durée aussi longue, parce que la trame est adaptée à ça. On commence par ça dure pas longtemps, puis on bascule sur autre chose, une petite comptine, un moment de calme, on touche les instruments. En fait, il s'est renouvelé à chaque fois l'intérêt de l'enfant de 0-3 ans, et on arrive à 0-3 ans à tenir l'attention de l'enfant d'une façon incroyable. Mais ça n'empêche pas justement, moi je pense que c'est durable ce qui se passe. C'est pas pour rien que nous, l'orchestre, on a rassemblé ces actions dans l'académie désormais, parce que c'est une demande, et je pense que c'est une demande pérenne des pouvoirs publics, du ministère de la Culture, qu'on aille vers les enfants, vers toutes les tranches d'âge pour l'ouverture à la culture. Et Mulhouse, Dieu sait ceux qui connaissent Mulhouse, c'est pas une ville très riche, avec beaucoup de quartiers qu'on pourrait croire un peu sinistrés, et ils ont tous accès à la culture. On se déplace chez eux, et ils viennent aussi dans les lieux de culture comme la scène nationale Filature, où on a nos locaux. Ils viennent dans la grande salle, ils viennent dans la salle de répétition de l'orchestre. On se déplace chez eux, et ils ont accès à la proximité du musicien. Et je pense que ça, c'est quelque chose pour moi de durable, et je rejoins ce qui a été dit sur le fait qu'on a la chance en Alsace d'avoir des acteurs culturels dans tellement de domaines, et que les enfants maintenant ont désormais accès tant à la musique classique qu'aux musiques actuelles, qu'au théâtre, qu'au cirque, qu'à l'opéra, qu'au ballet. Et ça, c'est une chance incroyable et pour moi durable. Et je rajouterais... Exactement, mais complètement. Oui. Renouvellement des publics, le jeune public, et oui, ça c'est... Il y a les obligations, et puis il y a toute la créativité aussi que mettent en œuvre toutes ces structures. On sent bien qu'il y a un vent d'invention, de créativité, et un désir fort, et on l'entend dans ton discours, Clément, justement de faire bouger les choses, de repenser aussi la fonction du musicien, et peut-être même de donner du sens aussi à tout cela, et à ce métier aussi de musicien. Donc je crois que j'ai le sentiment que c'est ça qui change et qui bouge aussi en ce moment. Merci beaucoup. Y a-t-il, je crois que Faustine me signale qu'il y a peut-être une autre question. Alexandrine devant, je crois. C'est pas vraiment une question, c'était juste pour rebondir sur ce que tu disais, Mourad. Il y a la pérennité et il y a aussi la simplicité avec laquelle vous accueillez les gens. Nous, en tant qu'artistes, quand on va dans une salle de programmation, on a toujours un peu peur au départ. Et ça s'est fait tellement simplement. Tu parlais d'horizontalité. C'est ça qui est vraiment, je pense, une des clés de la réussite aussi de votre projet. C'est qu'on s'y sent chez soi très vite et qu'on a envie d'y revenir très souvent. Donc, à la fois dans une salle, dans un supermarché, on l'a fait aussi, dans une crèche, à côté des rames du tram. Enfin voilà, mais on y revient toujours avec beaucoup de plaisir parce qu'il y a cette chaleur qui est aussi instaurée par toute cette dynamique. Merci, pourvu que ça dure. C'est vrai que ce lien très simple, très sincère, on essaie vraiment de le garder depuis le début parce qu'on aime bien ce qu'on fait. Hein. Je crois que c'est assez évident et que Django rayonne aussi bien pour les gens qui habitent à 100 mètres que ceux qui viennent d'Alsace, du Bas-Rhin. Il y a des gens qui prennent l'avion pour voir un concert. Moi, ça me dépasse toujours que du coup la personne qui habite à 5 minutes à pied soit pas au courant de ce concert-là. Et donc voilà, moi ça me questionne toujours dans les déplacements, mais on pourrait parler aussi des déplacements intra-territoire, intra-périphérie, comment quelqu'un du Nord va du côté de Pôle Sud à la Méno à côté, enfin c'est hyper intéressant toutes ces logiques-là. Peut-être préciser, Alexandrine, pardon, tu n'as plus le micro, mais peut-être préciser que tu es artiste, si tu veux. Oui, bien sûr.
qui a chanté dans un supermarché avec nous, c'est vrai. J'avais presque oublié cet épisode. Oui, je trouve que c'est très intéressant tous ces témoignages et on sent bien à quel point aussi à chaque fois c'est des histoires de rencontres et de désirs en fait. Et alors la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de faire venir que des concerts de musique classique se fassent pour les enfants? C'est Agnès Chaumier. Ce qui m'a donné envie, c'est de voir les enfants lors de cette animation devant 3 musiciens de l'orchestre. Moi, je suis très fan des enfants. C'est mon métier. Très fan des tout petits. Et quand je voyais ces tout bouts de chou vraiment être captivés par des musiciens qui jouaient tout simplement Pierre. Je dis tout simplement parce que voilà, c'est plus connu, Pierre et le Loup. Moi, je me suis même interrogée. Parce que je ne pensais pas. Je me suis dit, ils ont eu une animation. Maintenant, ils entendent 3 musiciens, ça va partir dans tous les sens là, et ça va être difficile, voilà. Et en fait, pas du tout. Et je me suis surtout rendu compte, parce que j'observe beaucoup les enfants qui justement vont réagir ou sont plutôt dans une hyperactivité, et on se rend compte à chaque fois quand on est à l'orchestre que ces enfants-là sont très sensibles à la musique. Ça, c'est ce qui vous donne envie de continuer. Tout à fait. Moi, ce qui vous a donné. Ma question, c'était qu'est-ce qui a déclenché cette idée-là? Parce que je trouve que c'est toujours intéressant. C'est jamais des hasards, les idées qui viennent et qui nous portent. Il y a forcément eu quelque chose qui fait que vous êtes allé voir l'orchestre et puis quelqu'un d'autre va inventer autre chose parce qu'il est porté par d'autres choses. Ce que je veux dire aussi, c'est que sûrement rien n'est applicable forcément exactement pareil. Il y a toujours des histoires de rencontres et qui des fois même on ne sait pas nous-mêmes. Je pense que déjà je viens d'une famille de mélomanes, donc je suis assez sensible à la musique. Mais vraiment moi je trouve que en tant que professionnel de la petite enfance, on a une mission qui est de permettre à des enfants, quels qu'ils soient. Et je pense que ça vaut pour les artistes, ça vaut pour tous les gens qui sont en charge d'accueil d'enfants, qui est de leur permettre la plus grande ouverture possible, la plus grande diversité culturelle possible. Et donc, comme le disait tout à fait Clément, on a la chance sur le Haut-Rhin, mais également sur le Bas-Rhin. Moi, j'adorerais venir voir ce que vous faites. Là, ça m'a donné très envie. La vidéo aussi, d'ailleurs. Voilà, je suis toujours ouverte à ce qui peut apporter un plus dans ma pratique au quotidien. Voilà, avec les tout-petits. Et en plus, après, ça a été la réaction des musiciens et surtout la grande motivation de l'orchestre. À ce propos, j'ai une petite anecdote. C'est que pendant que Marie-Hélène contactait la responsable à l'orchestre, au même moment, j'étais au relais assistante maternelle à l'époque, relais assistante maternelle du centre-ville pour inscrire mon fils. Et je parle avec Patricia Palu, qui était à l'époque au relais, et elle me pose la même question. Mais vous êtes musicien, mais alors, comme ça. C'était au même moment. Elles se sont contactées et puis elles ont parlé de la même chose en même temps. Les étoiles étaient alignées, ça s'est passé comme ça. C'est ça qui est vraiment très beau. Merci, bel alignement des planètes. Un grand merci à vous 3. J'ai oublié de répondre à la question de la dame tout à l'heure à moitié. Je voulais juste revenir sur une chose, mais après je ne peux plus trop m'arrêter. Très vite. Vas-y, je t'en prie. C'est vrai que j'ai une grille d'analyse sur ce qu'il faut faire ou pas faire qui m'est très personnelle. Et je me suis déjà beaucoup frotté avec certains autres collègues d'autres structures un peu partout sur ma façon de juger la qualité d'un travail artistique. C'est vrai que moi je travaille beaucoup au ressenti, à ce que je vois sur site. C'est pour ça qu'on se déplace beaucoup. Nos stagiaires, nos volontaires nous haïssent souvent parce qu'on les pose et on leur dit si il faut assister à l'atelier, c'est pas tout de le monter, de le proposer, il faut y aller. Et donc c'est vrai que évidemment j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet, je suis très attentif aux études, aux beaux témoignages comme celui de cet après-midi, mais il y a quelque chose qui est évident, c'est d'y aller et de voir comment ça réagit. Et ça me nourrit beaucoup dans ce que je construis pour la suite. Voilà. Merci beaucoup. Merci Mourad pour sa dernière parole. Un grand merci à vous 3. Je crois qu'on peut vous applaudir. Je crois que le commun à toutes ces interventions, c'est on sent une force d'engagement, un engagement certain. On a beaucoup parlé de rencontres aussi, et je crois que c'est un mot qu'on retiendra cet après-midi.
Merci infiniment pour ces témoignages. Je sais que c'est pas toujours évident de se libérer, de se prendre ce temps. Merci de nous avoir rejoints. On arrive au dernier temps du colloque. Alors je vais vous laisser le soin de redescendre de ce... Et je vais laisser Martin Chastenay, alias Fiche le Rouge, s'installer tranquillement. Et pendant ce temps, je vais aller chercher un petit document et reprendre la parole juste après.